Bonjour et bienvenue à tous sur La Voix de l'Étu. Donc c'est une émission par les étudiants pour les étudiants. Le thème d'aujourd'hui, c'est les étudiants internationaux. Donc comme vous pouvez le voir, on a plein de super invités aujourd'hui. Alors au programme, on a conseils, astuces et infos. Donc sans plus tarder, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, à tour à tour. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Diallo Tiernoyeya. Je suis étudiant en L2-3. Je viens du Sénégal et je suis là depuis l'année dernière. Et cette année, j'ai eu le privilège de diriger l'association des étudiants étrangers, qui est une association créée depuis l'année dernière aussi. J'ai eu à prendre les rênes après le départ de l'ancienne présidente, que je salue de passage. Et voilà, je vous remercie aussi pour votre invitation et je remercie aussi les gens avec qui je partage le plateau. Merci. Merci. Bonjour, moi je suis Julia Diaz Ribeiro. Moi je viens de l'Espagne, je suis en L2 lettres modernes appliquées et moi j'ai un parcours pas si impressionnant que vous, mais voilà, j'essaie de participer à de différentes associations là ici avec vous et merci beaucoup encore une fois de m'avoir invité et voilà. Bonjour, moi c'est Ginevra et en fait moi comme Lina est dedans, en fait je suis en master fiction sauf que moi je suis en première année et je suis ici après avoir fait une licence de lettres modernes appliquées toujours ici à l'université de Nîmes et voilà, je suis très contente d'être ici. Et moi, je suis Hilaria, je suis en L3 de psycho et je suis italienne. Et en ce moment, je suis en Erasmus à l'université de Nîmes. Ok, merci beaucoup. On a plein d'horizons différents, c'est super. Et du coup, première question, on va pas attendre trop longtemps. Pourquoi vous avez choisi de venir en France et pourquoi Nîmes en particulier, s'il y a une raison, que ce soit la ville, les études, pourquoi? Ouais. Alors pour moi, disons que dans tout, pendant tout mon cursus scolaire, depuis la primaire, collège, lycée, on nous a toujours appris tout de la France. C'est à travers la littérature, à travers l'histoire. Donc, c'est le pays qu'on connaît le plus. Donc, D'accord. et depuis l'enfance, ça a été notre rêve d'enfance de venir en France. Pas seulement moi, mais avec tous les camarades avec qui j'ai partagé des années au collège. Et disons que la plupart aussi, ils sont ici avec moi en France, que je salue de passage. Et pour Nîmes, j'avais plusieurs choix, mais à un moment, j'ai bien aimé. D'abord la ville et tout ce qui l'entoure et tout ce qui se trouvait à Nîmes. Aussi le fait qu'il est calme comparé à d'autres villes que je ne vais pas citer. D'accord. Donc c'est ça, quoi. J'ai bien aimé de venir à Nîmes. Voilà. Aussi la France aussi, c'est un pays que j'aime bien. Ok, on espère que tu es bien ici et que tu te plairas pour tes études. Du coup, on va demander à Julie. Et moi, je choisis la France parce que d'abord, j'ai fait tout mon lycée et même l'école, la moitié en français, la moitié en espagnol. Pas tout à fait, mais j'ai eu un grand parcours avec les Français depuis que je suis petite. Et après, j'ai passé une preuve spéciale, j'ai passé les Bac. Et donc, j'avais la chance de rentrer à l'université française en tant que français. Et ça, c'était très bien parce que ça m'est donné la je pouvais rentrer dans une université qui est dans notre langue, qui c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est évident, ça, c'est un motif en plus. C'est vrai que c'est le Et truc bien en France. ouais, l'éducation, c'est très bien. Et après, j'avais beaucoup d'aide. Bon, bref. Et je suis à Nîmes parce que la licence, d'abord, ça me plaisait beaucoup. C'est très bien, lettres modernes. Vraiment, si quelqu'un veut changer de licence, peut venir à lettres modernes. C'est fascinant. Petit instant promo. Petit, trop petit. Et après, voilà, et Nîmes, parce que c'était aussi pas très loin de l'Espagne, ça fait quand même une distance, mais c'est pas comme y aller à Paris, au nord, donc c'était bien, c'était pas, non, pas trop cher non plus. Ok, super. Et moi, en fait, c'était beaucoup de raisons à la fois. Parce qu'en fait, alors, déjà, je voulais partir à l'étranger. Du coup, j'ai fait un lycée linguistique. Donc, en fait, j'ai oublié. Moi aussi, je suis italienne. Oui, en fait, je me rappelle maintenant, en fait. Et Il vaut tard que jamais, c'est bien. voilà, c'est
Elle a passé tellement de temps ici que c'est pas... Non, c'est bon, les Françaises, Non, mais c'est bon. non, mais littéralement, en fait, voilà. Et mais du coup, en fait, j'avais français comme première langue. Et donc, déjà, j'avais voilà, histoire et géographie en français et littérature en français. Voilà, disons qu'il y avait beaucoup de français dans mon parcours du lycée. En plus, la France, c'était vraiment à côté. Du coup, voilà, c'était pas comme quand même pour aller en Angleterre ou en Allemagne, c'était déjà un peu plus de route, voilà. Et la France, c'était vraiment à côté. Et en plus, Nîmes, ok, c'est pas proche, c'est pas à Nice, voilà, c'est pas à 2 heures d'où je viens, mais quand même, c'est assez proche, c'est pas Rouen non plus. Et, et donc, en plus, alors, par pour le fait que j'étais venue à Nîmes avec déjà la famille, avec le lycée et tout ça, j'aime bien la ville parce qu'en fait, c'est vraiment. C'est pas trop grand, pas trop petit quand même. Et du coup, c'est c'est vraiment à mesure du monde, je sais pas comment dire, voilà. Et en plus, j'ai adoré l'université et en particulier, voilà, autre petit point promo pour la Seconde République. Et juste pour ne pas être de part, voilà. En fait, j'ai adoré la licence et du coup, je suis vraiment tombée amoureuse. Donc voilà, c'était pour la France et pour Nîmes, en fait. Ok, super, bah, merci beaucoup. On a dans le chat bonjour aussi, j'espère que je le prononce bien. Vive les lettres modernes, bravo tout le monde pour cette émission. Bah, merci à toi, D'accord. merci d'être là et de nous suivre. Et du coup, Hilaria, c'est ça, on va passer à Oui. toi. Moi, par contre, pendant mon lycée, j'avais jamais étudié bien sûr, j'avais étudié la littérature européenne, donc aussi la littérature et l'histoire française, mais je connaissais pas la langue. Mais par contre, après ma première année en psycho, j'ai fait pendant l'été une école estivale à l'université de Venise, qui est une université internationale. Et là-bas, j'ai connu une Française. Et je sais pas, mais je suis tombée amoureuse de son accent en anglais. Ah, c'était le coup de foudre. Voilà, alors je me suis dit, je veux trop apprendre le français. Et après, j'ai fait un Erasmus en Angleterre, donc j'ai commencé à apprendre le français là-bas avec des cours privés. Et en même temps, j'ai commencé à étudier la philosophie française parce que je suis très passionnée de philosophie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire un Erasmus en France l'année prochaine? Alors, j'ai postulé et j'ai choisi Nîmes parce que, je vais être honnête, je n'avais pas de certification linguistique l'année dernière quand j'ai postulé. Alors, c'était on peut dire, la destination où j'avais plus de chances d'être acceptée. Mais je suis bien contente parce que c'est une ville romaine, donc ça fait partie aussi un peu de mon héritage culturel. C'est à l'étranger, mais c'est pas trop loin aussi de mes origines C'est vrai, c'est en vrai. même temps. On a un très beau centre avec de très beaux monuments aussi, c'est vrai. Oui. Et du coup, ça va. Tu es en Erasmus du coup pendant toute l'année? Non, juste un semestre. Juste un semestre? Ok, Oui. super. Eh ben, on va passer à quelque chose de plus technique et de plus administratif. Donc, je laisse le relais à Dodo. Merci Mélina. Du coup, rebonjour à tous, à nos invités qui ont tous des profils assez variés, assez intéressants. Et je remercie également tous nos invités pour voilà, ces confidences qu'ils nous ont faites. Voilà. Et comme le disait Mélina, moi je passe un peu sur le côté un peu plus technique. Parce que quand on dit voyage, on parle de démarches administratives, on parle de procédures, on parle de paperasse. Du coup, ma question, un peu comme ce que Mélina a fait, c'était quoi les démarches administratives? Est-ce que c'était super compliqué? Parce que moi, déjà, quand on parle de démarches administratives, je panique. Moi, j'ai horreur de ça, donc... Voilà, du coup, d'où ma question, comment ça s'est passé pour vous? C'était quoi ces démarches? Comment ça s'est passé globalement? Du coup, on va faire un tour de table, comme tout à l'heure. On va commencer par Yaya, du coup. Bon, pour moi et pour nous aussi en général, parce que nous, on a une plateforme appelée Campus France dans la plupart des pays de l'Afrique, dans laquelle tu postules. Tu postules parce que je crois, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai fait depuis l'année dernière en plus, Je l'ai j'ai fait tendance aussi. à oublier, qui se passe en 3 étapes. L'une déjà, c'est que tu fais ton dossier, parce qu'en général, on t'exige des notes de la seconde, première et de la terminale.
Et ce sont ces notes qui vont être déterminantes pour que ton choix puisse être validé. Mais d'abord, il y a les choix à faire. Quand tu mets ton dossier, quand tu remplis tes informations personnelles, il y a des choix à faire de l'université. Et la plupart, personnellement, ou bien la plupart d'entre nous, on choisit les universités qui acceptent le plus des étudiants. Parce qu'il y a des universités qui sont plus ouvertes que d'autres. Donc, c'est normal qu'on essaye de faire des choix. Et après les choix d'université, il y a une autre phase qui est la phase des entretiens. Parce que là, tu vas présenter les documents, tu vas certifier que les documents que tu as mis sur la plateforme est authentique, Oui. l'authenticité. Et du coup, eux, ils pourront vérifier et voir ton projet. Est-ce que tu pars pour étudier ou pour autre chose? Est-ce que le projet d'études que tu as choisi, est-ce qu'elle est pertinente ou non? Donc, pour valider ton dossier. Après la validation de ton dossier, donc, il va rester les acceptations d'université. Les universités, certains vont t'accepter, d'autres, contrairement, vont te refuser pour des motifs qui sont parfois plus motivés. Certains motifs sont plus motivés que d'autres, parce que parfois, on te refuse sur un projet incohérent. Ok. Et voilà, et la plupart, quand on t'accepte, quand tu valides ton acceptation, et là, il y a la phase des visas. Là, tu vas essayer de déposer ton visa avec une procédure dans laquelle on va t'exiger aussi des conditions, à savoir les moyens financiers que tu vas employer en venant ici et la vie que tu vas mener et comment tu vas le mener, avec quel argent. Et tout ça, quand on voit que tout est complet, donc ils peuvent aussi t'accepter ou te refuser ton visa. Et une fois le visa a été accepté, voilà, tu peux, tu peux facilement réaliser ton rêve et venir. D'accord. Ok, super. Je te coupe 2 secondes pour dire merci à Aussi qui s'est abonné à Prime, donc merci à toi. Bonjour à Marilyn qui a rejoint le chat et on a Third Mind 1984, je le dis en français, je suis un peu paresseuse. Bonjour et merci pour ce nouveau format. Bah, merci à toi, ça nous fait plaisir d'être là, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Et on a Himiest aussi, salut à ceux qui arrivent dans le chat. Ah bah non, pardon, ça c'est toi. Ça c'est la régie, c'est bon. Du coup, juste pour rebondir sur ce que Yaya disait, pour les projets, les masters ont des projets, les licences aussi ont des projets. Tout le monde doit avoir un projet, c'est ça? Oui, exactement. Tout le monde doit avoir un projet parce que on te demande en général quel est ton projet d'études. Parce que quand tu fais ton projet d'études, pour que ça soit cohérent aussi pour augmenter tes chances d'être accepté. Moi, par exemple, j'avais mis que je veux suivre d'abord ma licence. Je veux d'abord terminer ma licence. En plus, m'inscrire en master. Parce qu'il y en a qui terminent leur licence et qui font autre chose. Mais moi, j'avais décidé d'avoir comme projet d'études de m'inscrire en licence. Et après la licence, de m'inscrire aussi en master. Et si possible, de m'inscrire en thèse aussi. Et du coup, ça aussi, parfois, ça joue et ça permet à l'université de voir que tu es là pour étudier. Et donc, ça augmente tes chances d'être accepté. D'accord, merci. On passe à Julie, du coup, la même question. Bah, moi, c'était surtout la même chose. Pour rentrer à l'université, c'était beaucoup plus difficile que pour rentrer dans le pays en soi. Parce que comme nous sommes dans l'Union européenne, on n'a pas de souci on n'a pas besoin de visa ni de rien comme ça. Donc, pour le parti de rentrer à la France, trouver un logement, tout ça, c'était assez facile. J'étais arnaquée. Ça rentre d'accord. dans l'expérience. Ça c'est parti. Ah, Je mauvaise pense que- expérience, mais C'est comme ça. Mais de la partie de la fac, de rentrer à l'université, ça c'était plus compliqué. Bah, j'avais aussi un parcours spécial. J'ai fait Vachibac. Vachibac, c'est une option dans le lycée. Donc, première à terminale, tu fais la moitié de tes études, presque un peu plus, à une autre langue. C'est cas français. Et en France, il a les mêmes, mais avec l'espagnol. Et donc, une fois que tu passes, tu dois passer les bacs en espagnol et en français, partie du bac chacun. Et ça te donne une double titularité. Et donc, je me rappelle presque pas du tout, j'ai oublié, c'était tellement terrible. J'ai presque tout oublié, les parties de papier, mais je devais, oui, convalider le papier espagnol avec les français, traduire, et je devais passer pour n'importe combien des lieux intermédiaires. Et après, Et ça t'a pris combien de temps à peu près? ça m'a pris des mois et des mois. Je ne sais pas, c'était. Et notre problème, c'est une fois qu'on rentrait plus ou moins dans le système français, c'était
facile. On avait Parcoursup. Parcoursup, c'est la merde, mais c'est... Alors, Ça a Mais- le mérite d'être honnête. mais c'est centralisé, donc c'est bien. En Espagne, vraiment, je devais m'inscrire dans la université espagnole de ma ville, même si je ne ferais pas les cours là. Après, je devais passer pour le système général. Bon, beaucoup de choses. Et donc, ça, c'était galère. Ça m'a pris beaucoup de temps. Aussi, mes profs ne savaient même pas les processus. Ils nous ont dit, bah, vous faites le Vachibac, c'est bien si vous rentrez à notre université, si vous faites un parcours international. Mais ils ne nous disaient pas exactement comment les faire, comment c'est affronter tout ça. Donc, et je me sentis un peu toute seule dans ce parcours. Il avait des amis à moi qui le faisaient, mais on était dans la même situation. On maîtrisait pas trop bien les français non plus. Et on avait certains niveaux, mais c'était pas suffisant pour comprendre toute la partie de bureaucratie. Mais une fois que ça s'était fait, qu'on a passé pour Parcoursup, toutes les restes, c'était facile. C'était donner des papiers, des papiers, des papiers, demander à ma mère, maman, ces papiers, comment est-ce qu'on les trouve? S'il vous plaît, aide-moi. Et parfois les traduire dans très peu des cas. Je pouvais déposer les papiers en espagnol et ça passait. Et après c'est bon. Et l'inscription à cette fac, c'était pas trop difficile. Et voilà. C'était- D'accord. Mais Ginevra, du coup. Et moi, du coup, en fait, j'ai connu et appris à détester la bureaucratie en en m'inscrivant à l'université. Oui, parce qu'en fait, vraiment, avant, je n'avais pas vraiment beaucoup connu tout ça. Et en fait, je m'y suis retrouvée tout de suite et c'était une expérience. Est-ce que c'est pareil en Italie, du coup, ou pas? La bureaucratie, oui. La question C'est complexe, un peu horrible, oui. Oui. je crois que c'est partout en fait. À partir du moment où il y a des papiers, c'est Je terrible. pense que quand un Pratiquement, oui. pays sort C'est ça. de ça. On se sauve pas. Oui, du coup, première étape, Parcoursup. Parce que quand même, moi aussi, j'ai un très bon souvenir de ça. Ouais, mais en fait, alors en vrai, ça va. Le seul problème, c'est que c'était hyper long. Du coup, j'y ai passé, je pense, au minimum 2 jours dessus pour compléter la procédure. C'était... ouais. Et en plus, il y avait des choses que je ne comprenais pas forcément. Et donc, en fait, c'était compliqué parce que tout simplement, je n'avais pas les mêmes documents. Donc, Oh, voilà. les lettres des motivations. J'ai fait jamais dans ma vie une lettre des motivations. Oui. Et j'ai me retrouve là. Mais je dois rien. Quoi? Non, mais j'avoue, en fait, j'étais là, genre, oui, ok, qu'est-ce que je dois faire? Où est mon mode d'emploi? En fait, il n'y en a pas, d'accord. Et, et en plus, genre, alors qu'en Italie, en fait, on peut compléter la procédure d'inscription à l'université en août, septembre, quelque chose comme ça. Quand même, Oui, à peu près, oui. oui, voilà, très tard. En France, on doit commencer en janvier, février, quelque chose comme ça. Du coup, à la fin de notre dernière année de lycée, on doit avoir déjà décidé quoi faire à l'université. Donc, voilà, heureusement que j'étais dans une classe de français. Du coup, on nous avait dit, mais quand même. Et donc, mais c'est tout bon. Donc voilà, en plus, je n'ai pas eu de problème pour la carte d'identité, par exemple, parce qu'en venant en Italie, voilà, Union européenne, tout ça. Heureusement, là, c'est pas de problème. Et puis, deuxième gros problème, le logement. Et là, ouais, là, sincèrement, je dois remercier mes parents parce qu'en fait, sincèrement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Et du coup, déjà, on a trouvé le logement. Eux, ils ont trouvé le logement. Et du coup, tous les papiers pour avoir le logement, etc. Après ça, quand même, l'inscription à l'université, après avoir été prise. Et là, heureusement, je n'ai pas dû faire quelque chose de particulier. Mon inscription, ça a été vraiment tranquille, quoi. Et ok, oui, j'ai dû écrire une lettre de motivation, mais c'était très simple, voilà. Mais non, c'est pas du tout ça. Et En comparaison à tout ce qu'on a fait, je pense que là. oui, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, inscription à l'université. Là, c'était
Parcoursup partie 2 du cauchemar, en fait, parce que... Ah oui, quand il y a des parties, ça devient un peu... Ouais, en plus, il y avait plein de choses que tout simplement, je ne savais pas comment remplir, en Ok. fait. Parce que soit on ne les avait pas en Italie, soit c'était des choses que je ne connaissais pas, mes parents non plus, du coup, ça a été très drôle. Et donc, on fait toute l'étape de l'inscription à l'université et au final, les papiers pour l'université. Donc, il y avait des choses comme, par exemple, euh, l'assurance de responsabilité civile. Voilà. je, je sais qu'on me comprend, en fait. Parce que là, aucune idée. Donc, en fait, je suis allée un peu à tâtons, mais ça s'est bien passé. J'ai fini l'inscription. Et donc, une fois que l'inscription est terminée, j'avais mon logement et tout ça, j'étais installée ici. La troisième étape, quatrième, je ne sais plus. Et ça a été, par exemple, tous les documents concernant la banque et le téléphone et toutes les autres démarches administratives. Et La ju- CAF, la bourse. Ah oui, j'avais oublié la Et CAF. Justement, dans le chat, on a une question aussi, du coup, en parlant de solitude, est-ce que vous avez bénéficié d'aide pour le logement notamment? Parce que du coup, je me doute que se loger dans un autre pays, c'est la galère administrativement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est très galère. Et en termes d'aide humaine, est-ce que vous avez reçu une quelconque aide, en fait, dans vos démarches? Tu veux commencer ou tu veux? Bah, en fait, ok. Bah, moi, en fait, alors, je m'étais inscrite à la CAF, du coup, j'ai eu quelques aides de la CAF, pas trop, mais quand même quelques aides de la CAF. Par contre, je n'avais pas le droit à la bourse, du coup, pour ça, pas du tout. Donc, il y avait un peu la CAF, mais juste la première année, parce qu'en fait, dès que je suis... en fait, la première année, j'étais en colocation. Et à partir de la deuxième année, je suis passée dans un appartement seul. Et du coup, à partir de ce moment, ciao la CAF, en fait. Et du coup, voilà, plus d'aide en général. Mais la première année, j'avais un peu les aides de la CAF, voilà. D'accord. Du coup, on laisse Hilaria répondre à la Oui, moi, j'ai bénéficié d'une bourse Erasmus et donc je peux couvrir presque toutes les dépenses pour les logements parce que je prends 350 € par mois, mais je n'ai pas d'autres bourses. Mais quand même, c'est un aide important. Et du coup, pour Erasmus, je vais y arriver. Comment ça se passe? Est-ce que il y a plein de démarches également comme les autres ou c'est plus Alors, simple? je vous dis, par rapport à les Erasmus en Angleterre, l'Erasmus en France, c'est easy. Vraiment super simple. Il faut juste, oui, préparer un learning agreement, ça s'appelle. Donc, c'est un document où on fait des associations entre les examens, dans mon cas italien, et les examens que je vais faire en France ou dans le pays où je veux aller pour avoir les associations. Donc, en fait, pour convalider les examens français pour la licence italienne. Et, et voilà, faire ça. Et après, le reste, c'est plutôt automatique. Il faut, oui, faire des démarches administratives, mais c'est tout très guidé pour l'Erasmus, je dirais. C'est moins dur que s'inscrire comme ça automatiquement dans une université française parce que effectivement, c'est beaucoup géré par les offices de carrière universitaire. Et donc, ça s'est bien passé. Maintenant, je suis au logement du Crous et j'ai pas eu de problème à trouver ça parce que l'Office de relations internationales, le Bureau de relations internationales avait déjà réservé une place pour moi. Et le seul problème, c'est que j'ai dû passer les premières 2 semaines quand je suis arrivée en France chez mon parent parce que les cours, c'est un peu lent à gérer les documents. Alors, voilà. Et aussi, moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce que c'est cette assurance de responsabilité civile. Je Pour savais pas. l'assurance d'habitation aussi. On n'a pas la réponse. Oui. Donc voilà, parfois, il faut faire un peu de recherche, mais en tout cas, il faut avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de force de volonté, mais à la fin, ça va bien se passer. Ouais, justement, on parlera du coup du service Relations internationales juste après avec nos prochains invités. Mais en attendant, on va lancer peut-être l'expresso du jour.
Alors, merci Mélina pour cette belle transition. Alors, comme tu disais tantôt, nous revoilà pour l'expresso du jour. Alors, c'est quoi l'expresso du jour? En fait, c'est une rubrique qui fait un peu, on va dire, la découverte des expressions françaises et francophones du monde. Et voilà, on va essayer ensemble de voir d'où elles viennent, ces expressions, qu'est-ce qu'elles veulent dire, à quoi elles font référence. Et voilà, on va en rigoler, vous allez voir. Alors, la première expression, c'est poser un lapin. Est-ce que vous avez déjà entendu? D'accord. Moi, je connais pas. Ah, d'accord. Bah, je vais le faire, je vais expliquer alors. Poser un lapin, en réalité, c'est une expression euh, qui veut dire en fait ne pas honorer un rendez-vous, ne pas respecter un rendez-vous, ne pas voilà, respecter un rendez-vous. Et cette expression nous vient en fait du XVIIIe siècle. Avant, en fait, le mot lapin, bon, voilà, le mot lapin était utilisé en fait pour les voyageurs qui laissaient en fait le lapin comme guise de paiement. C'était des personnes en fait qui ne payaient pas leurs dettes ou qui ne payaient pas les factures ou ne payaient pas les faveurs et du coup ils laissaient en guise de paiement le lapin. Alors pourquoi le lapin a été choisi, ne me demandez pas parce que je ne sais pas. Et du coup maintenant l'expression a plus ou moins été reformulée, voilà, transformée un tout petit peu. Et là aujourd'hui on dit poser un lapin. Du coup si aujourd'hui par exemple Julie n'était pas venue à l'émission, on aurait dit que Julie elle m'a posé un lapin. Et du coup, pour la petite activité que j'ai prévue dans le cadre de cette rubrique, je vais juste vous demander, est-ce que vous avez des expressions similaires dans vos pays respectifs ou dans vos langues respectives qui veulent dire, voilà, ne pas honorer un rendez-vous, ne pas, voilà, Un équivalent ouais, un de l'expression équivalent. du coup. Quelque chose qui veut dire la même chose. Ah oui, c'est pas exactement la même chose, mais on dit dare bidone ou bidonare, ça veut dire jeter à la poubelle. Ah, Et ça- Ah d'accord. ok. Du coup, c'est pas le lapin qui est utilisé. Non, c'est pas le ok. lapin, c'est la poubelle. C'est une autre ambiance ma foi. Ok. Est-ce que vous avez d'autres Oui, on a aussi dejar plantado, c'est laisser plantado, je ne sais pas l'équivalent, mais c'est laisser quelqu'un dans la place, genre le laisser abandonner un peu. Ah, Ok. Dejar plantado, laisser abandonner. d'accord. Et donc c'est dans le sens que tu laisses à quelqu'un et quelque part il est tout seul Ok. Abandonné, quoi. abandonné, ouais. D'accord. Ah oui, je pense qu'en italien, on a aussi piantare in asso. Et je pense qu'il a une origine mythologique parce que Asso, c'est une île grecque. Et Oh. je pense qu'il y a une histoire, une légende où quelqu'un avait été abandonné dans cette île. Alors, il ne pouvait pas peut-être rejoindre des rendez-vous. Ah c'est triste. Et du coup, littéralement, ça veut dire abandonner quelqu'un également. Oui, D'accord. Ok. Oh ben merci. Pour nous, la plupart des expressions qu'on utilise, c'est en français, donc c'est un peu plus compliqué de- Ah bon. dans la D'accord. langue maternelle. Ok. Non, ben, merci. On passe à la prochaine expression. Ben, je vais la retrouver. Trop de fiches. Exactement. Bah. Alors, la prochaine expression, c'est donner sa langue au chat. Est-ce que vous la connaissez, cette expression? On reste dans les animaux, hein, vous voyez, en France. Après, je comprends pas pourquoi en français on utilise les animaux pour les expressions. Même mais- moi, hein, tu sais. Bon, d'accord. Bon, on cherchera après. Du coup, donner sa langue au chat, ça veut dire littéralement s'avouer vaincu ou abandonner et réclamer la réponse à son interlocuteur. Alors, je vous donne juste un exemple. Si dans le cadre, par exemple, d'une devinette, on fait des devinettes et que vous n'avez pas la réponse, vous pouvez dire « je donne ma langue au chat ». Ça veut dire en fait j'abandonne, je m'avoue vaincu, ben, donne-moi la réponse. Littéralement, c'est ça. Alors, d'où vient cette expression? Elle nous vient du XVIIe siècle, d'une dame qui s'appelle Madame de Sévigné. En fait, c'était une épistolière. Vous savez, les femmes qui écrivaient des correspondances au XVIIe siècle, les hautes dames de la cour. Et en fait, c'était cette dame qui disait au début ben, je jette ma langue au chat. Et elle avait son époux qui disait à côté non, je jette ma langue au chien. Et puis, ça voulait littéralement dire abandonner en fait l'organe de la parole au chien ou au chat pour dire qu'on ne voulait plus parler et qu'on abandonnait en fait voilà, la parole et tout ça. Pourquoi le chat a été choisi plutôt que le chien je ne sais pas. Mais je pense que c'est peut-être parce que le chat est un animal qui a tendance à mieux garder les secrets que le chien.
Et du coup, est-ce que vous avez la même question que la précédente? Est-ce que vous avez des expressions équivalentes dans vos langues respectives ou... Et moi, je pense que nous, on a pareil, c'est dans le même sens. C'est le ha comido la lengua al gato. Ok. Et donc, c'est presque pareil. Et le chat a mangé la langue à quelqu'un. Et donc, c'est pour dire quand quelqu'un pose une question, surtout dans les cours, et si la prof pose une question et personne répond, elle dit bah c'est la comida de la lengua al gato et elle répond pas et donc c'est le chat qui a mangé sa langue donc il peut pas répondre. Je ne sais pas si c'est pareil dans le sens. Mais c'est toujours le chat qui est utilisé, c'est ça? Oui, D'accord. Si, ça a le même sens en soi, oui. oui, Oui. oui, c'est presque pareil. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas en soi. En fait, je l'ai juste en français. Du coup, vraiment, je ne l'ai pas. Je sais pas si on l'a. Non, mais nous aussi, on a un équivalent de cette expression. Il gatto ti ha mangiato la lingua. Oui, c'est la même chose. Ça veut dire, est-ce que le chat t'a mangé la langue si tu réponds pas aux questions? D'accord. Oui, c'est Ok. vrai, j'avais... Décidément, le chat, voilà. Bah, moi, C'est intéressant, ouais. je sais que mes camarades sénégalais ils vont me lancer des pics. Mais sachez que déjà que je suis ethnie partagée. Ok. Donc, je ne maîtrise pas les deux à fond. Et la plupart du temps, nous, on utilise des expressions en français, comme vous l'avez dit. Et donc, voilà. Est-ce que, Peut-être il y en a et que je l'ignore. Je ne dirais pas qu'il y en a est-ce pas. que vous n'auriez pas des expressions en Wolof qui veulent dire plus ou moins la même chose? Alors, le Wolof, pour ceux qui ne savent pas, c'est la langue Ouais, la du plupart Sénégal. du Sénégal. Est-ce que vous avez des expressions pareilles ou... Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, Il y en d'accord. a, Mais vous ne savez pas. mais sûrement, je l'ignore. Ou bien ça va me revenir plus En tard. fin d'émission, Mais peut-être. ouais. Ah D'accord, ça marche. Alors, du coup, on passe aux autres expressions, du coup. Et là, c'est pas des expressions françaises, mais plutôt des expressions francophones, c'est-à-dire des expressions qui sont plus utilisées en Afrique francophone, mais qui sont utilisées, qui viennent en fait de la langue française. Et la première, c'est faire les bons. Alors, ça veut dire quoi? Faire les bons, ça veut dire avoir fréquenté avec quelqu'un. Et cette expression, elle nous vient du Sénégal et du Cameroun. Alors, juste un exemple, si je croise Mélina dans 10 ans, par exemple, entre deux avions, je dirais tiens, Mélina, on a fait les bancs ensemble, ça va? Oh, Juste- c'est... Juste Ok. pour dire qu'on a fréquenté ensemble. Voilà, on a fait Ok. l'école ensemble. Du coup, je sais pas, est-ce que vous avez des expressions qui veulent dire la même chose? Non, apparemment. Ça devient de plus en plus Non, compliqué je là, pense Dodo. Je pense qu'en Italie, on dit compagnie di leva, comme si vous connaissez la lève, je sais pas si c'est un mot en français, mais c'est l'école militaire. D'accord. On utilise ça même au sens métaphorique pour dire compagnie di leva, ça veut dire camarade de l'école militaire, mais ça peut vouloir dire aussi camarade du lycée ou de l'école en général. D'accord. C'est- Du coup, on passe à l'expression suivante, c'est l'expression littéralement c'est caillou. Est-ce que vous avez une idée peut-être de ce que ça veut dire, ces cailloux? J'avoue que moi, je n'ai aucune Alors, idée. caillou, c'est comme le caillou que vous trouvez, je sais pas, le C'est pas rocher. quand- le Dans la caillou, cour, dans la un petit cour, caillou. voilà. C'est pas quand on veut dire que c'est dur. Exactement. Ouais. Alors, c'est ça, ça veut dire en fait que c'est dur. Alors, si, juste un exemple, si je dis par exemple, tiens, le bac en France, c'est caillou, ça veut dire en fait que c'est compliqué, c'est dur. Voilà, littéralement, c'est ça. Donc, voilà, je sais pas si Pour vous avez cette des expression, expressions. nous, en Wolof, on dit Mahalo Khair. D'accord. Et c'est toujours le Genre, caillou? c'est du caillou parce que genre, il y a un plat qu'on prépare et qui est hyper doux, mais on te dit que le plat est préparé avec des cailloux. Et quand on le prépare avec des cailloux, donc ça va pas être cuit et ça va pas être bon à manger. Mais on est d'accord, il n'y a pas de caillou dans le plat. Non, il n'y a pas de cailloux. D'accord. Bon, ben, je sais pas s'il y a d'autres équivalences dans vos langues pour dire c'est dur, c'est compliqué. Sûrement oui, mais moi j'avoue qu'en ce moment-là, en fait, j'ai oublié tout mon italien. Et du coup, sûrement ça va revenir, c'est un classique. Dès qu'on n'aura plus besoin de ça, ça va revenir. Mais en ce moment, non. D'accord. Je pense, nous, on a un grand mot
qu'on l'utilise un peu partout, mais ça peut s'utiliser dans ce sens-là. Et es cojonudo. C'est- Et donc, tu peux l'utiliser pour une chose positive ou négative, mais on peut dire es duro de cojones. Et ça veut dire quoi? Donc on va se faire censurer par Twitch. Je pense que ma mère est en train de les voir et donc On s'excuse. Ok. non mais c'est dur de ouf, on peut dire la traduction Dur de ouf. dur de ouf. D'accord. Ok. On dirait Bon, comme ça. bah, Mélina, je pense qu'on va s'arrêter là pour les expressions. Bah, merci les bonnes beaucoup. choses dans une fin, donc on s'arrête là. Merci beaucoup. Donc, vous allez malheureusement nous quitter. Et on va accueillir des nouveaux invités pour la deuxième partie et fin de l'émission, du coup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous expliquer un peu votre expérience. Et bonne continuation dans vos études. Et on espère que tout se passera bien à Nîmes et ici. Bah, également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a Yaya qui va rester avec nous et on va juste passer juste le temps que nos invités puissent, voilà, on les raccompagne et on va juste passer à la rubrique découverte, voilà. Elle les fait toute seule. Oui, tu le trouveras où tu veux. Bien. Bonjour à nos invités. Déjà, peut-être avant ta rubrique de dos, on va leur demander de se présenter peut-être brièvement, si tu veux. Donc, on accueille aussi Nel, qui est une de nos chroniqueuses, qui fait partie de l'équipe de production du coup de La Voix de Laitue. Donc, Nel, je te laisse Voilà, la parole. moi, c'est Nel, sans surprise. Et je suis là pour présenter la rubrique découverte. Donc, on a la chance d'accueillir aujourd'hui sur le plateau des gens qui font partie de l'association Unime Nation, donc une association dédiée aux étudiants internationaux. Et donc, avant de parler de cette association, pardon, nous allons faire un tour de table. Donc, je vais demander à Mélissa de se présenter déjà dans un premier temps. Bonjour, donc je suis Mélissa Perrin, je suis responsable du service Relations internationales de l'Université de Nîmes. Bonjour, je suis Farah, je suis en L2 psycho et c'est ma 3e année en France. Et ouais. Alors, Farah, d'où est-ce que tu viens? Alors, je viens du Maroc. Et même question qu'aux autres invités tout à l'heure, pourquoi tu as choisi la France, toi? alors, j'ai choisi la France parce que, en vrai, les réponses sont plutôt les mêmes. J'ai choisi la France parce que c'est proche et que ma sœur elle était déjà en France. Donc, le choix était plutôt facile. Et je crois que mes parents ne me faisaient pas assez confiance pour partir à l'autre pays. Mais ouais. Très bien, ok. Donc, on va passer à des questions au sujet de l'association, donc Unime Nation. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais le président depuis cette année Oui. et que l'association existe en réalité depuis l'année dernière, si j'ai bien suivi. Oui, exact. Ok, donc quel est le concept de cette association? Alors, l'association a été... D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux invités. Désolé. Et voilà, vous dire que pour les relations internationales aussi, on les remercie de l'aide qu'ils apportent aux étudiants étrangers, qu'on voit depuis l'année dernière, depuis que je suis là. Et Farah aussi, avec ce projet qu'on a demain et qu'elle va sûrement parler tout à l'heure. Et du coup, pour l'association, je dirais que le concept de l'association est principalement de venir en aide aux étudiants étrangers. Parce qu'en tant qu'étudiant étranger, quand je suis venu l'année dernière, j'ai rencontré pas mal de problèmes liés aux démarches administratives, liés au logement. Et du coup, on s'est dit, et quand on est venu, on nous a mis en relation avec celle qui avait créé l'association, qui est Sarah Lartassi, qui était là depuis aussi, qui est marocaine et qui a créé l'association aussi l'année dernière. Et elle nous a aussi aidé à suivre certaines démarches, à nous faire sortir, à nous faire découvrir la ville. Et donc depuis l'année dernière, le concept principal de l'association est de venir en aide les étudiants étrangers. Et donc, quand cette année, je me suis dit que là, j'ai fait 1 an, je me suis bien intégré, même si il y a des choses qui restent, mais le plus dur est passé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre le flambeau et aussi venir en aide aux étudiants qui viennent d'arriver, qui est dans la même situation que j'étais l'année dernière.
Et donc, le concept principal de l'association, c'est vraiment de venir en aide aux étudiants étrangers. Super. Et est-ce que donc en tant que président, tu as des missions particulières à remplir? Euh, alors, mission particulière, oui, je dirais, qui est d'être en écoute par rapport aux étudiants, de les assister, parce que aujourd'hui, quand un étudiant étranger a un quelconque problème dans l'université, je suis intéressé, même si je ne le connais pas, parce que parfois même, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, moi, j'ai problème avec telle chose, alors qu'on ne se connaissait pas, mais juste qu'on nous a mis en relation. Et cette relation aussi, j'en remercie beaucoup le BA2IP, qui aussi nous aide depuis qu'on a mis en place l'association et qui, à chaque fois il y a un étudiant étranger qui a un problème par rapport à trouver un travail, à trouver un logement, que nous mettons en contact et qu'on en discute parce que moi, j'ai toujours pensé que les problèmes, on en discute pour le résoudre. Parce que moi, c'est ça mon concept et que c'est pas la première fois aussi que je m'intéresse aux associations. Je suis comme ça naturellement. À chaque fois qu'il y a quelque chose dans lequel on partage, je suis dedans parce que je me dis que c'est en aidant les autres qu'on s'aide soi-même. Et donc, ma mission principale de l'association est d'être leur voix, d'être à leur écoute et de pouvoir faire comprendre leurs problèmes par rapport à l'administration, par rapport à l'université et même en dehors de l'université quand ils font leurs démarches qu'ils ne comprennent pas ou genre. Qu'on a aussi dans le chat qui nous dit bravo pour les démarches, l'aide que vous devez apporter aux étudiants et étudiantes est précieuse. C'est absolument formidable d'avoir ça dans l'université de Nîmes, je trouve. C'est vrai. Et donc, Farah, toi, tu fais partie de cette association? Alors oui, je fais partie de l'association, mais après, honnêtement, je suis toute nouvelle dans l'association. C'est vraiment Diallo qui vraiment s'occupe de tout et merci pour ton aide. Et aussi merci à Mélissa parce que, enfin, j'imagine elle va en parler, mais elle a aussi créé le Welcome Desk au début de l'année. C'était vraiment pour aider tous les étudiants étrangers avec les procédures administratives, avec le logement, avec la carte séjour, des informations, etc. Du coup, honnêtement, ils font un super bon travail. Et merci à vous deux et merci de m'avoir contacté. Alors, tu dis nouvelle dans l'association, mais on nous a parlé d'un projet qui est à ton initiative et qui a lieu demain, d'ailleurs, si j'ai bien suivi. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui s'appelle le Carrefour des Cultures? C'est ça. Alors, vas-y, je te laisse en parler. Alors, le Carrefour des Cultures, c'est vraiment un projet pour les étudiants étrangers. C'est pour représenter leur pays, leur culture, d'en parler, de se sentir à l'aise et fiers de venir de leur pays. Et aussi, j'ai remarqué qu'en France, il y a pas mal de stéréotypes, pas mal de fausses croyances concernant certains pays. Par exemple, quand on pense au Maroc, on dit chameau désert. Alors, très cliché, effectivement. C'est pas nécessairement toujours vrai, mais du coup, vraiment, ça sera en forme de stand. Il y aura de la nourriture des autres pays, il y aura des photos pour représenter les autres pays et aussi des petits sachets qu'on va un peu donner aux gens avec des petits souvenirs de chaque pays. Mais vraiment, c'est pour que les gens ils s'amusent et tout. Et grâce à l'aide de l'asso qui ont financé le projet et l'asso Unime Musique qui fait un petit concert et aussi le RI qui est un partenaire dans le projet. Donc j'espère que vous allez être très nombreux. Donc c'est demain, c'est ça? Oui. Et de quelle heure à 15h? 13h. Oui. 13h à 15h. Oui. Donc soyez présents hein, si vous nous regardez. Et si pour ajouter, si vous voulez aussi écouter de la bonne musique étrangère, ils seront à jour. Et ça sera où cette activité? Alors, ça sera dans la terrasse en bois, juste à côté de la bulle. Et okay. Oui, voilà. C'est une super initiative en tout cas. Hein. C'est super. Est-ce que, Nel, tu as fini avec ta... J'avais juste une autre question. Vas-y, je t'en prie. Par rapport à vous, les étudiants étrangers, donc, une fois votre diplôme obtenu, est-ce que vous souhaitez rester en France ou repartir? Est-ce que vous avez une idée? La question. Alors, c'est une question un peu délicate, mais que je vais y répondre. Parce que moi, de base, en venant en France, ce qui m'a conduit en dehors du rêve que j'avais, c'était mes profs d'université. Parce que moi, j'ai déjà fait 2 ans d'université au Sénégal. Et là, j'avais vu que mes profs d'université, la plupart, ils ont fait leurs études en France. Après, ils sont retournés pour enseigner
mais en même temps, ils sont à cheval entre les deux pays. Parce que la plupart, ils sont soit avocats inscrits au barreau de Paris et en même temps professeurs au Sénégal. Et du coup, c'est le parcours que je rêve d'avoir. Donc, Super. ne pas quitter la France, retourner au Sénégal, mais aussi ne pas quitter la France. Donc, faire les deux ensemble. Et je l'espère. On l'espère aussi. On te le souhaite en tout cas. Et toi, Farah? Alors, je suis pas sûre à 100%, mais, mais bien sûr, la famille, la plupart de ma famille sont au Maroc. Du coup, bien sûr, être à côté de ses parents et tout, c'est quelque chose de très, très important. Mais autant qu'étudiante en psycho, je trouve que aussi c'est peut-être nécessaire de revenir en même temps au pays, vu que c'est un sujet plutôt tabou là-bas. Si tu vas chez un psychologue, c'est que t'es fou, c'est que t'es malade mentalement et tout. Donc, peut-être essayer de démentir ses croyances. Mais après, je suis pas sûre. Pour l'instant, je suis là, donc on verra. Alors, Nel, si tu permets, j'avais juste une dernière question. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter, des choses que vous aviez eu à vivre depuis votre arrivée en France? Je sais pas trop si c'est des anecdotes, mais enfin, je me suis quand même pas mal humiliée depuis mon arrivée. Alors, par exemple, les bus, c'est pas la même chose qu'au Maroc. Du coup, normalement, quand tu veux t'arrêter, il faut appuyer sur le bouton arrêt. Je savais pas ça. Et je savais même pas où c'était le bouton arrêt, malgré le fait que ma sœur, elle m'a montré. Et j'étais dans le bus en panique, et du coup, je l'appelle. Comment on s'arrête? Ouais, je sais pas, il est où le bouton arrêt? Je vais rater mon arrêt. Je crois que quelqu'un m'a entendu, du coup ils ont cliqué sur le bouton arrêt vu que j'étais la seule à sortir après. Mais bon, des petites histoires comme ça, ouais. Alors, pour moi, c'est un bêtise que j'ai souvent raconté à mes amis. Déjà, quand je suis venu, j'étais chez mon cousin. Et du coup, je me sentais trop à l'aise et de ne pas regarder ce qu'il faisait pour moi. Et donc, je pensais que ça allait continuer comme ça. Euh, Sauf le jour où il m'a laissé pour venir à Nîmes. Parce que lui, il est à Paris, donc il m'a laissé venir à Nîmes. Et là, quand je suis descendu à Montpellier, je m'étais perdu à la gare. Parce que la gare, elle est hyper grande. C'est vrai, c'est Je ne vrai. connaissais pas les sorties et les entrées. Et là, je ne savais pas où exactement était l'ascenseur pour descendre. Et du coup, j'avais 2 valises à moi. Et qu'il y avait les escaliers que je devais descendre. Et que j'avais mes 2 valises. Et que malheureusement, l'autre valise a glissé. Ah. Et quand ça a glissé, il y avait une personne devant moi. Et ça l'a heurté de fou. Un petit bowling là dans les escaliers de la Heureusement, gare. c'était une personne vraiment super. Il s'est levé, il a pris la valise, il me l'a posée, il m'a dit c'est pas grave. Voilà. Et ce jour-là, j'étais humilié. Je me sentais humilié parce que je me disais que je lui ai fait mal. En plus, il a été trop gentil. Donc voilà. Bon, ça arrive. Hein. C'est une chose que j'oublie pas. Eh ben, on va passer à vous, Mélissa Perrin. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le service des relations internationales? Oui, tout à fait. Alors, le service Relations internationales, il est actuellement composé de 2 personnes. On est 2 dans l'équipe. Et son principal but, c'est d'accompagner donc, tous les étudiants internationaux lors de leur arrivée à Nîmes et également de permettre aux étudiants de l'Université de Nîmes de partir à l'étranger dans le cadre de leurs études. Et comment vous gérez du coup ces étudiants? Comment vous les accompagnez avec le service? Alors, on peut bien sûr les accompagner en présentiel, donc du lundi au vendredi, le bureau est ouvert. Les étudiants peuvent venir poser toutes questions pendant toute l'année universitaire. Également, ils peuvent nous joindre par mail, téléphone, et si nécessaire, on peut faire des visios. Et comme Farah disait, depuis la rentrée 2023, on a ouvert le Welcome Desk, donc qui est une sorte d'annexe du service des relations internationales qui, de septembre à fin octobre, permet à des étudiants qui tiennent ce bureau de renseigner d'autres étudiants internationaux dans les démarches. Et on pense que l'échange de pair à pair est très, très important et très bénéfique pour les étudiants. Et du coup, est-ce que vous organisez des journées spéciales, des rencontres avec et entre les étudiants du coup, pour faciliter peut-être leur intégration ou... Alors pour moi, ce qui est vraiment très important dans l'intégration, c'est de connaître et de participer, si on le souhaite, au dispositif de parrainage international, qui est un dispositif totalement gratuit, qui permet de mettre en relation un étudiant qui a déjà fait à minima une année à UNIM et qui souhaite accompagner un nouvel arrivant, un étudiant international, lors de son intégration. Et ça permet vraiment de créer un duo. Et dès l'arrivée de l'étudiant, il sera accompagné par
quelqu'un qui a l'expérience à Nîmes. Donc ça pour moi c'est vraiment très important. C'est piloté par l'université Paul Valéry à Montpellier, mais ça concerne toutes les universités ex-Languedoc-Roussillon. Et puis ce dispositif-là organise une journée spécifique, donc il y a une garden party où les étudiants peuvent se rencontrer entre eux, s'inscrire au dispositif s'ils n'en font pas encore partie, et je trouve ça très chouette. Nous, de notre côté, on organise des sorties régionales, donc que ce soit Avignon, Marseille, mais également des voyages auxquels Farah a pu participer. Super ça. Oui, c'est vraiment très chouette. Auquel je n'ai pas pu participer. Voilà, évidemment, on ne peut pas amener tout le monde, malheureusement. Ah, dommage. Une prochaine fois. Mais en tout cas, on a de très bons retours sur ces expériences-là, et c'est très intéressant aussi pour nous de voir comment un groupe d'étudiants internationaux se construit en simplement 2 ou 3 jours. C'est toujours passionnant. Et puis, je pense que pour l'intégration, depuis donc 2 ans, l'association Unimnation est vraiment une très très bonne porte d'entrée pour les étudiants. Et il faut la connaître et pas hésiter à solliciter les personnes qui en font partie. Et du coup, en parlant d'association et du service, est-ce que vous avez des conseils, des astuces, des infos utiles du coup pour les étudiants, soit qui sont déjà là, qui manquent d'informations ou qui ne savent pas trop où aller, ou pour les prochains étudiants, pour les prochains étudiants qui viendront peut-être l'année prochaine? Alors, je pense que la question du logement, comme ça a été dit par de nombreux étudiants, c'est vraiment une question centrale et pas toujours facile à aborder. On sait d'expérience que trouver une place dans un logement crous, c'est très, très difficile. Oui, même pour nous. Oui. Et donc, notre conseil, c'est vraiment de s'y prendre en avance, si possible, d'avoir bien commencé et finalisé éventuellement la recherche de logement avant d'arriver en France, si on peut, ce qui n'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que c'est une question centrale et on n'a pas de service logement à l'université de Nîmes, donc on accompagne aussi bien qu'on peut, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et auquel il faut penser avant de venir. Je dirais aussi, même si pour l'inscription à UNIM, il faut avoir un niveau B2, donc un certificat de langue B2, travailler son français avant d'arriver et continuer à être en contact avec la langue, je pense que c'est très important pour faciliter l'intégration en cours. Et puis, donc le parrainage international pour faciliter l'adaptation, que ce soit au fonctionnement du NIM, aux examens, aux cours, à la prise de notes. Je pense que c'est très important. Pensez aussi aux aides du Crous pour les repas. Oui. Très, très utile. Même si on n'est pas boursier du Crous, on peut demander à bénéficier des repas à 1 €. Donc ça, il faut pas Ah, c'est intéressant, oui, je ne savais pas en plus. Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très pertinent, je pense. Et, oui, c'est sûr. Oui, il y a un site dédié à ça, il ne faut pas hésiter à faire la demande. Et puis aussi, je pense qu'à l'université de Nîmes, on a la chance d'avoir une grande diversité de consultations médicales auxquelles les étudiants peuvent avoir accès. Et je pense que c'est important aussi, si on en ressent le besoin, de solliciter ce service-là. Et puis quand on arrive, ne pas hésiter à se rendre au service des relations internationales. On peut accompagner sur les démarches CAF, CPAM, préfecture, assurance responsabilité civile. J'ai entendu les étudiants en parler, c'est vrai que ça peut être obscur au début. Banque, téléphonie. Voilà, il faut pas rester, en tout cas mon principal conseil, c'est de ne pas rester dans l'isolement et de soit venir voir le service RI, soit essayer de contacter l'association Unimnation, mais vraiment ne pas rester seul et solliciter de l'aide autant qu'on peut. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter oui, du coup. Du coup, si vous me permettez, oui, bien sûr. Sur ce qu'elle a dit par rapport au parrainage international, qui est intéressant, que je m'étais inscrit pour cette année en tant que parrain et j'avais eu 2 filleuls qui j'ai eu à accompagner pendant leur arrivée. Et aussi pour dire par rapport à ce qu'elle a dit sur les logements. Moi, je viens du Sénégal et du coup, nous, on a l'habitude, en tant que Sénégalais, d'avoir des associations dans toutes les villes. Parce que si vous voyez bien, dans toutes les villes de France, il y a des étudiants, il y a des associations d'étudiants étrangers, d'étudiants sénégalais. Et du coup, nous, on était dans ces démarches et pendant les vacances, on a eu, parce que l'année dernière, le problème qu'on a rencontré, heureusement, nos étudiants qui viennent du Sénégal cette année n'ont pas eu ce problème. Parce que la plupart, ils ont eu leur logement soit avant de venir, soit en venant une semaine après. Parce qu'on les a préparés. Et là, ce qui nous a permis de le faire, c'est de les intercepter pendant leur démarche pour leur expliquer que quand vous venez en France, ce n'est pas l'université qui vous donne un logement. Parce que la plupart des étudiants, quand ils viennent, c'est ce qui se mettent en tête, que c'est l'université qui te donne un logement, qui te loge, qui te nourrit. Et ça, ce n'est pas la réalité parce que c'est ce qui s'en met en tête. Et du coup,
nous, on les a expliqués et la plupart, en venant, ils se sont préparés en conséquence et ont pu trouver leur logement. Et, et le moyen le plus facile de trouver un logement, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est de les rassembler, de les faire prendre des logements à deux, comme ça, des colocations, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur travail. Et comme ça, si celui qui trouve son travail est dans une bonne situation et veut déménager, qu'il déménage. Mais voilà, c'est une chose que nous avons eu à faire cette année et qu'on a vu que c'était vraiment profitable pour les étudiants et pour les étudiants étrangers. Et on voudrait peut-être cette année aussi mettre en place ce dispositif pour les étudiants internationaux, qui est une sorte d'accompagnement avant qu'ils viennent et jusqu'à leur arrivée. Et est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre, vous contacter, Unime Nation? Oui, on a un réseau Instagram Ok. qui est géré par Joyce, qui est là aussi présent, que je salue de passage, et qui gère la communication. Ok. Et à travers notre compte Instagram, on peut s'inscrire directement sur le compte WhatsApp. Parce qu'on a un groupe WhatsApp et on a un lien sur Instagram sur lequel il suffit de cliquer, de mettre ses informations et d'adhérer sur le compte WhatsApp pour ceux qui utilisent plus WhatsApp. Ok. Et du coup, le nom du compte Instagram? C'est Unime Nation, Asso Unime Nation. Asso Unime Nation, ok. Donc bon, bah, très bien, la régie fait du bon boulot. Et ben, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, des autres questions. Sinon, on va conclure doucement le live. Non, moi, je voudrais juste dire merci à nos invités qui ont pris de leur temps pour venir à cette émission. Et voilà, merci, c'est vraiment gentil. Et merci surtout à nos amis dans le chat. Merci à tout le monde. Merci à Tom derrière les caméras aussi qui gère les écrans. Merci à tout le monde d'être venu. Bon, il y en a qui sont déjà partis du coup. Et donc, on espère que vous avez passé un bon moment, parce que nous, on a passé un bon moment. Et petite info avant de se quitter, il y a une émission aujourd'hui qui s'appelle EPS à 17h30 sur la chaîne. Donc, si jamais vous voulez des petites infos sport, restez connectés. Enfin, revenez plutôt. Et merci beaucoup. Puis, on va conclure le live ici. Et nous, on vous dit à bientôt, peut-être pour une prochaine émission. Merci, au revoir. Merci, au revoir.